c'était mon cas. Ce projet-là ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions, qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, hein, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet. Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce pan extrêmement important de notre souveraineté, et c'est tout particulièrement intéressant sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le siège de la proposition qui a été faite en 2019, on a repris cette proposition. Pour ce qui est de la vice-présidence, effectivement, vous l'avez rappelé, moi, c'est hier 14 mars que j'ai fait 11 mois jour pour jour à la prison en détention, parce que j'ai été kidnappé à la sortie de mon bureau à 22h18, heure illégale d'arrestation, le 14 avril 2023. J'ai fait 11 mois jour pour jour. Et hier, 1 mois, 15 jours hier, ils sont venus me dire, bon, ok, maintenant on va réduire tes visites, mais tu ne pourras plus appeler pour parler de politique. Mais comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle ne parle pas de politique quand il appelle au téléphone? J'ai un directeur de campagne, j'ai un mandataire auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un autre représentant auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un porte-parole, j'ai des leaders dans ma coalition, j'ai des leaders avec lesquels je dois entrer en contact pour étoffer ma coalition. Vous me dites que je ne parlerai pas de politique. Je parle de quoi alors? Non, si vous pouvez maintenant juste appeler la famille pour voir comment ils vont, on vous donne le téléphone, mais à défaut, on ne vous donne plus le téléphone. Je dis bon. La seule option sur laquelle vous avez une maîtrise, c'est de ne pas me donner un téléphone. Mais si vous me donnez un téléphone, je parlerai de ce qui m'intéresse actuellement, et c'est ma candidature, et c'est une activité politique, parce que je suis là pour des motifs politiques. Donc, il y a des points sur lesquels on n'a pas pu particulièrement, comme on l'avait fait en 2019, discuter à bâton rompu entre vous, le candidat que je suis, d'autres personnes et même les leaders, pour pouvoir les moduler comme on l'aurait souhaité. Mais sur le plan de l'idée générale, compte tenu de toutes contraintes qui peuvent intervenir ultérieurement ou dans le process, je pense qu'on est sur la même ligne directrice sur laquelle nous voguons depuis notre entrée en politique. Et c'est quelque chose que nous partageons, je crois que dans notre large majorité, avec les leaders qui sont de ce bord-là ou qui sont d'autres bords politiques, mais qui partagent le même idéal démocratique que nous et le même idéal souverainiste que nous. J'ai entendu des gens dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont lu vraiment le programme? Parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne crois pas que le président soit en tandem avec moi pour être élu. Donc, ça ne peut pas concerner le président quinquennat. Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029. Et dans ce cas-là, il serait le fruit de larges concertations. Parce que moi, je crois au dialogue quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on veut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Il n'y a aucun leader politique qui refuse ça.
Mais ce qu'il y a à comprendre, et ça, on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc, pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était même pas encore en politique. Donc ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement, dans la Constitution de 2001 même, procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République, ce qui n'a pas été fait. Donc, il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là qu'on n'a pas, qu'il y a des aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces 2 dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est arrivé même, pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique, que le président, qui est le patron de l'exécutif et donc de l'administration, a dit aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative, et finalement, on est en train de compromettre ce qu'on a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce qu'un homme veut concentrer plus que ce qu'il ne peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça. Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris, comme le cas du doyen Habib et du président Cheikh Tidiane Dièye. Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement. Les autres aspects, c'est aussi le foncier, où on a eu une commission nationale de réforme foncière.
où les conclusions ne sont pas appliquées par un manque de courage politique. On oublie que les ressources ne sont pas simplement les ressources extractives ou minières, et que les ressources ne sont pas simplement les ressources financières qu'on peut tirer en levant des impôts. Le foncier, c'est une ressource extrêmement précieuse. L'ensemble des candidats aujourd'hui veut bâtir son programme économique sur l'agriculture. On ne pourra jamais faire ça avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne, qu'on ne peut pas valoriser, qu'on ne peut valoriser auprès d'aucune banque. Aucune banque ne s'engagera à financer un projet agricole quand la terre est un bien qui n'appartient pratiquement à personne. Pas possible, tous les banquiers vous le diront. Donc les réformes foncières que nous entendons mener pour soutenir cette agriculture-là et la financer convenablement, mais c'est cette réforme foncière-là qui doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation, et vous l'aviez déjà annoncé dans votre livre Solutions pour un Sénégal nouveau, à savoir les petites exploitations familiales. Et c'est un modèle qui a réussi un peu partout, notamment au Vietnam ou dans d'autres pays. Sans cela, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire dans ce pays aussi. Et nous continuons toujours à rester sur ce fil conducteur-là de la souveraineté de notre pays, pour lui garantir une prospérité et en réformant les institutions pour qu'on ait une justice véritable dans ce pays-là. Il y a un autre point, et c'est sur ce dernier que je vais m'arrêter parce qu'on ne pourra pas faire le tour aussi de certains aspects du programme. C'est le point qui a trait à l'hydraulique rurale. Moi, je le sais pour l'avoir vécu. Quand j'étais étudiant, on n'avait pas de robinet chez nous. J'étais à l'ENA. On a pris notre bourse là qui avait augmenté par rapport à l'université et à un moment donné, on les a payés d'un coup. Mais j'ai pris ça, je suis allé creuser pour avoir un robinet chez nous. Et à partir de ce robinet-là, d'autres ménages qui n'avaient même pas ces ressources-là se sont branchés. Ils ont eu accès à l'eau potable qui leur évite énormément de maladies. Mais depuis qu'on a fait les délégations spéciales sous l'eau, moi je paye plus d'eau dans la facture au village que ce que je paye à Dakar. Alors qu'il y a plus de ressources à Dakar que dans les villages là qui sont totalement paupérisés. Donc il nous faut aussi revoir la gestion de l'hydraulique rurale parce que les ménages dans les milieux ruraux sont en train de souffrir terriblement. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de notre programme que vous avez vu. Je sais que vous en êtes d'ardents défenseurs parce que de la prison, j'ai pu suivre vos débats. Pas plus tard qu'avant-hier, je suivais avec délectation Abdourahmane Diouf, le président Abdourahmane Diouf, plus El Malik Ndiaye. Et hier, avant de sortir, on avait déjà commencé à regarder notre doyenne Aïda Mbodj et le doyen Habib Sy. Et je vois que partout, vous avez tous été d'excellents défenseurs de ce programme-là. Et cela atteste simplement d'un fait, pour conclure, c'est que nous tenons tous sur la même corde. C'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir le Sénégal de ce désespoir-là qui envoie ses enfants par milliers mourir dans les vagues de l'Atlantique. Je vous remercie.